les chemins de Damas, pourquoi? Je crois que, encore une fois, avec Georges, bon, lui est au Figaro, moi je suis à France Inter au service étranger, donc on suit l'actualité du Moyen-Orient depuis Paris, et donc on a suivi cette crise syrienne de très près, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée. Et puis c'est vrai que très vite, on a vu qu'il y avait un couac, j'allais dire, hein, et qu'on nous racontait une espèce de narratif en disant Bachar va tomber en 3 mois, etc., etc. Et puis nous, on avait d'autres sources, que ce soit au Liban, en Syrie, qui nous disaient bah oui, mais les Français veulent tuer la peau de Bachar, veulent avoir la peau de Bachar avant d'avoir tué, quoi. Et donc voilà. Et puis donc après le Qatar, un éditeur, donc Robert Laffont, est venu nous voir pour nous proposer de faire une enquête sur ce sujet, donc France-Syrie. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que les Français ont, dans la conscience collective, se rappellent de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, où la France avait été puissante coloniale, mais c'est vrai qu'on se souvient moins de cette histoire qui est presque un petit peu oubliée. France-Syrie, on connaît que le Liban, évidemment. Et donc, on a voulu remonter un peu le fil de cette histoire. Alors, ce n'est pas un livre d'historien ni d'essayiste, ce n'est pas un pamphlet, c'est une enquête journalistique. Mais on rappelle quand même cette histoire qui est quand même un peu oubliée des Français. Et donc le livre voilà, survole, va plutôt en profondeur de ces 40 années France-Syrie, avec d'abord François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui François Hollande. Bon, on a quand même l'impression d'une relation tortueuse, semée de cadavres, souvent dans l'émotion, d'amour-haine, et que finalement, on n'a jamais vraiment compris ce pays. Et que côté français, on était beaucoup dans l'émotion, la personnalisation du régime syrien, alors que de l'autre côté, on était plus dans un temps long, une relation d'État à État. On a créé ce pays, on a créé les frontières après la Première Guerre mondiale. On a même, on en parlait, on a même bombardé Damas 3 fois au XXe siècle, en 25, en 26 et en 45. L'indépendance de la Syrie, c'est en 46. On a donné un morceau de la Syrie aux Turcs, le Sanjak d'Alexandrette en 1939. On a formé des élites, etc. Donc on a quand même une densité forte et une relation forte avec ce pays. Et pourtant, on va faire les mauvais choix en 2011, pensant que c'était peut-être l'occasion de régler son compte pour une bonne fois pour toutes au régime syrien. C'est vrai que Chirac et Hariri, c'était plus que 2 amis, c'était 2 frères. C'était voilà, d'ailleurs même Jacques Chirac est encore logé par le clan Hariri. Je veux dire, son appartement quai Voltaire appartient à Hariri. Donc voilà, c'est quelque chose de très fort. Et donc Hariri avait une grande influence sur Chirac, sur sa vision du Moyen-Orient. On l'explique parce que Hariri savait raconter des choses, des anecdotes, il s'entendait bien. Voilà, il y avait vraiment une fusion. Et donc Chirac voyait le Moyen-Orient avec les yeux de Hariri. Et donc quand son ami est assassiné à Beyrouth, Chirac, évidemment, pète un câble. Et pour lui, et pas de doute, c'est les Syriens. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, selon lui, parce qu'ils ont les services, ils sont encore présents, ils occupent encore le Liban. Donc là, Chirac va tout faire pour essayer de faire tomber le régime. Alors, il y a le tribunal international, ça va être vraiment ça. Il va pousser jusqu'au bout, il va lancer ses services. On raconte l'enquête de la DGSE, tous les experts sécuritaires qui vont à Beyrouth pour essayer de trouver des indices, etc., pour essayer de confondre le régime syrien. Mais Chirac va mordre la poussière, parce que quand il s'en va de l'Élysée en 2007, eh bien, Bachar est toujours là, et donc on raconte dans le livre que Chirac, une fois qu'il quitte le pouvoir, que Sarkozy est élu, dans la passation de pouvoir, il présente le fils Hariri, Saad Hariri, à Nicolas Sarkozy en disant, en gros, continue mon combat, c'est-à-dire le tribunal international, et surtout continue à t'opposer à la Syrie. Donc il y a vraiment une haine irrationnelle, c'est ce que nous ont dit les diplomates. Sarkozy dit oui, oui, mais en gros, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, lui, hop, il switch de l'autre côté. Il dit je vois pas pourquoi je ferais ce que m'a dit Chirac. Moi, j'ai pas le même passé avec la Syrie. J'ai pas la même affliction par rapport à Hariri. Hariri n'est pas mon ami. Donc voilà. Donc lui engage une autre politique, mais qui est, pourquoi pas, je veux dire, qui est cohérente, sauf qu'il va très vite et très loin. Et c'est peut-être ça ce qui est un petit peu regrettable. En tout cas, il fallait certainement renouer avec la Syrie, mais pas forcément aussi vite et aussi loin. On cite dans le livre, les Américains, eux, d'ailleurs, regardent à l'époque la France jouer en Syrie. Et pour les Américains, eux, leur ligne de conduite, c'est donnant-donnant,
mais c'est à vous, les Syriens, de donner en premier. Alors que nous, on va tout de suite essayer de rengager et donner beaucoup, et finalement, en retour, on n'aura pas grand-chose. On aura quand même l'histoire du Liban, c'est-à-dire les 2 ambassades, mais au-delà de ça, il n'y aura pas de gros développements spectaculaires. Il y a un chapitre dans le livre qui est consacré au contrat que la France espérait gagner en Syrie. Il y avait notamment le métro, il y avait l'aéroport, il y avait beaucoup de choses comme ça, et finalement, on n'aura rien du tout. Donc, il y aura aussi une déception côté français. Mais encore une fois, Sarkozy est vraiment dans l'excès. On cite une scène dans le livre où, fin 2008, Sarkozy va à Washington, il rencontre Obama et il lui dit écoute, Barack, Bachar, c'est un type bien, il a une femme sympathique, il est moderne, etc. Donc, il faut vraiment l'aider, etc. Et Barack Obama est beaucoup plus perplexe, il se tourne vers Sarkozy, il lui dit bah, oui, c'est intéressant ce que tu me dis, Nicolas, mais nous, on n'a pas forcément la même perception, et en gros, on est un peu plus prudent, quoi. Et en sortant, Sarkozy dit à sa délégation mais je comprends pas pourquoi il comprend rien, ce Obama, il dit quel con, quoi. Effectivement, quand Hollande, lui, il arrive en mai 2012 au pouvoir, mais alors en mai, on a déjà coupé l'ambassade, on n'a plus d'ambassade de France là-bas à Damas, hein, donc ça y est, on est dans l'opposition, je dirais, acharnée contre Bachar. Donc la ligne est très dure déjà, hein. Et donc lui, quand il arrive à l'Élysée, il hérite de ça, quoi. Donc il ne peut pas dire. Sauf que, il n'y a pas d'analyse critique. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, ou d'examen. C'est-à-dire, effectivement, on a fait ça depuis un an. Qu'est-ce que ça a apporté, voilà. Et là, effectivement, tous les diplomates nous ont dit, non, là, on pensait qu'il allait s'effondrer, quoi. Donc là, il y a ce côté, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc il y a ça dans sa tête. Et puis aussi, il y a Sarkozy qui sort de sa réserve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, on relate cet épisode dans le livre, c'est-à-dire qu'au mois d'août, le 7 août 2012, Sarkozy qui est au Cap-Nec, qui digère sa défaite, et là, il reçoit un membre de l'opposition syrienne. Il publie un communiqué, c'est sa première sortie publique depuis la défaite au présidentiel, et il explique, pour faire court, écoutez, moi, j'ai agi en Libye, j'ai pris mes responsabilités, on a chassé le dictateur, etc. Hollande, en gros, fait rien, on est nul, etc. Et, enfin, il le pique au vif en disant, il faut agir, il faut faire quelque chose. Voilà, on s'engage, donc il repasse une vitesse en plus. Sauf que c'était pas forcément la bonne méthode, et que finalement, on monte encore un peu plus haut dans l'arbre, mais qu'on est dans un espèce de fuite en avant, quoi. En fin de compte, la France a sous-estimé le régime de Bachar el-Assad. C'est pour ça que, vous l'avez dit, on a plutôt soutenu la résistance, l'opposition. Oui. Et pourtant, Bachar el-Assad est toujours là. Mais maintenant, finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de lui pour combattre l'État islamique ? Ça, c'est la grande question politiquement pas correcte. C'est-à-dire, effectivement, maintenant, on a un résultat que vous connaissez tous, quoi, où vous avez effectivement un régime syrien qui est toujours là. Bon, qui n'est pas prêt de tomber, je veux dire, dans les 6 mois. Autour, vous avez une opposition modérée qui est complètement laminée, hein. Les soi-disant modérés qu'on aide, ils sont complètement disséminés dans la nature. Et puis il reste quoi? L'État islamique, dont on connaît la férocité, le Front en-Nusra, une filiale d'Al-Qaïda. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, la première chose, c'était de réfléchir. Bon, on ne l'a pas fait, on est parti dans l'émotion. Non, mais je veux dire, c'était poser le stylo. C'est-à-dire qu'encore une fois, on avait les meilleurs experts. Nous, on cite le général Rondeau, mais c'est l'ancienne génération, mais il y en a d'autres, des gens comme Jean-Claude Cousseran ou d'autres, des anciens ambassadeurs, etc. Il fallait effectivement comprendre qu'il y avait une révolte, une aspiration à la liberté, etc. Mais quelle ligne diplomatique on mettait en face et comment on pouvait influencer. Donc, comme je disais, on se brouille avec les Russes, on ne parle pas aux Iraniens. Voilà, il y a tout. Donc ça, malheureusement, maintenant, c'est un peu tard de revenir en arrière. Et maintenant, la France essaie de jouer son jeu en bombardant en Irak. Vous avez vu, on a quelques rafales qui bombardent, même depuis la Jordanie, tout ça. Mais on n'a plus la main. On n'a plus la main. La main, elle est entre les Russes et les Américains. C'est eux qui dictent l'agenda. Donc pour nous maintenant, on fait un peu de mousse, hein, mais on est plus. Je crois que la défaite de la France, c'est le septembre 2013, quand François Hollande veut frapper et que les Américains disent non, et là c'est fini. Là pour nous, notre rôle était quasiment terminé. C'est-à-dire que là, à partir de là, on raconte dans le livre, le Quai d'Orsay est sidéré. C'est-à-dire que les diplomates sont sidérés quand ils n'avaient plus qu'à appuyer sur le doigt pour faire partir les avions, les missiles.
et tout ça, ça s'écroule en quelques heures. Et là, c'est la fin des haricots. Bah, surtout, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que là, ce qu'on explique bien, c'est que la France est sur une position maximaliste en disant, voilà, Bachar va tomber, on soutient une opposition modérée. Quand on commençait à écrire dans la presse qu'il y avait des islamistes, etc., on dit non, mais là, vous êtes pro-Bachar ou vous ne voyez pas la situation. C'est les Américains qui vont voir très vite ces gens-là monter en puissance. C'est-à-dire que dès l'automne 2012, les Américains mettent le Front en-Nusra, le fameux Front en-Nusra, sur la liste du terrorisme. Et Laurent Fabius dit au même moment, quasiment, le Front en-Nusra fait du bon boulot. Parce qu'on ne veut pas voir. Parce que les Américains, eux, ont l'expérience de l'Irak. Ils commencent à avoir... eux, ils les ont vus en Irak, à Fallujah, etc. Ils en ont emprisonné. Ils ont les noms. Et quand ils voient ces mêmes noms, ces djihadistes ou ces gens qui faisaient la résistance contre eux, etc., qui retrouvent après à Homs ou à Hama les mêmes, ils se disent, ils commencent à faire des liens. Donc ils voient que là, il y a une espèce d'international ou d'axe djihadiste qui est en train de se créer. Et les Français le minimise, en tout cas le voit pas, ou peut-être que les services s'en rendent compte, mais en tout cas on veut pas le voir. Donc voilà, on a fait beaucoup de promesses, beaucoup de rhétorique, on a promis de livrer des armes, on n'a rien livré, on a promis de bombarder, on bombarde pas, donc ça fait beaucoup quand même. L'actualité, c'est l'État islamique, c'est les djihadistes. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera le tour de Bachar, mais en ce moment, à très court terme, voilà, il a obtenu un répit, hein, parce qu'évidemment, si Bachar tombe maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Si on a l'État islamique, si on a le Front Nusra, ça veut dire que alors là, pour le coup, ils vont jusqu'à Beyrouth. Hein, et puis après, je veux dire, ça descend la Jordanie, Israël. Je veux dire, voilà. Donc, il y a un moment donné, oui, entre la peste et le choléra, c'est le moindre mal. Et que, voilà, parce que s'il tombait, visiblement, personne ne pourrait dire. C'est pour ça que les Américains sont inquiets. Ils disent Bachar partira à la fin, mais pas au début du processus. Parce que laisser la Syrie dans le contexte actuel. Alors là, ça serait aller. Alors là, on recrée on voit bien ce qui se passe là en Afghanistan, en Irak, partout. On peut pas laisser le pays. Alors aller encore plus dans le chaos, parce que même si il y a des islamistes, ils contrôlent encore un peu. Après, s'ils contrôlent plus rien, alors après c'est le chaos total. Oui.